Notre patron objectif, c'est le peuple qui nous a engendrés. Mais nous ne serons plus esclaves d'une nation ou d'un autre peuple. Cela, c'est terminé. Et c'est pourquoi nous devons transformer les anciennes colonies en nations viables, en réalisant l'unité nationale sur la base démocratique. Quand on parle de la Guinée ici, il s'agit de celle qui a pour capitale Conakry. Elle est donc située en Afrique de l'Ouest entre la Sierra Leone, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Gambie et la Guinée-Bissau. À cette position géographique historique s'allie une histoire particulière. C'est le pays de l'Almami Samori Touré, dont le nom seul évoque la bravoure de toute une population africaine face à la colonisation. Pas étonnant que son petit-fils Sékou Touré ait proclamé le 2 octobre 1958 l'indépendance de cet État qu'est la Guinée. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Il faut également savoir que ce pays a connu de nombreux soubresauts politiques et qui, après d'incessants coups d'État, est revenu à la normale en 2010 avec l'arrivée au pouvoir du professeur Alpha Condé. Symbolique alors du retour du pouvoir aux civils. Géographiquement, la Guinée est repartie en 4 blocs, à savoir la Guinée maritime, la Guinée forestière, la Moyenne Guinée et la Haute Guinée. La Guinée maritime désigne la zone côtière située à l'ouest du Fouta-Djallon. C'est une région de basse plaine majoritairement peuplée de Soussou, et Conakry, la capitale, en est la ville principale. La Guinée maritime constitue l'une des 4 régions naturelles du pays qui ne correspondent pas au découpage administratif, mais présentent une certaine unité géographique, climatique, ethnique et linguistique. La Guinée forestière, c'est la région qui correspond à la partie sud du pays, avec une saison des pluies plus longue que la Moyenne Guinée et la Haute Guinée. Cette région est couverte de forêts. La réserve naturelle intégrale du mont Nimba s'étend à 70% sur le territoire de la Guinée. Le reste se trouve en Côte d'Ivoire. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et recouvre l'essentiel de l'écotope du mont Nimba qui abrite plus de 200 espèces endémiques, lions et léopards, civettes et 2 espèces vivipares. La Moyenne Guinée est majoritairement peuplée de peuls. Labé en est la ville principale. La Haute Guinée est située à l'est du Fouta-Djallon et correspond au bassin du Haut-Niger. C'est donc une région de haute plaine avec une végétation de savane arbustive majoritairement peuplée de malinké. Cancan en est la ville principale. Sur le plan administratif, le territoire est divisé en 8 régions, 33 préfectures, 307 sous-préfectures et 304 communes urbaines, desquelles communes on peut recenser 4 142 districts et 15 741 villages. Ce territoire est gouverné à partir de Conakry, la capitale, dont le palais présidentiel de Sékou Touré a pour locataire le professeur Alpha Condé. Son arrivée en 2010 fait suite à un conseil national de transition qui, après le coup d'État du général Sékou Konaté, a décidé de transmettre le pouvoir aux autorités civiles. Point n'est superflu de rappeler
que les gouvernements militaires successifs ont plongé la Guinée dans une instabilité politique, économique et sociale. Alpha Condé hérite donc en 2010 d'un pays en réanimation sous perfusion, fragilisé par la corruption, la pauvreté, le manque d'infrastructures dans tous les secteurs et le chômage ambiant, sans oublier les défis de l'éradication de l'épidémie Ebola. Pour juguler ces nombreux problèmes, le professeur Alpha Condé utilise alors son génie. Il met sur lui et sous son contrôle l'administration et contrôle des grands projets, en abrégé ACGP. C'est un établissement public à caractère administratif créé en 1994 dont la mission est la maîtrise d'œuvres publiques et des grands projets étatiques. Cette maîtrise comprend l'étude, le contrôle, la supervision, l'assistance et le conseil. Nous avons rencontré l'administrateur de l'ACGP, Mamadi Thalès Condé. Et dans un entretien à Conakry au siège de l'institution dont il a la charge, il a fait le scanner des 10 ans du professeur Alpha Condé sur quelques grandes réalisations dans le pays. Il faut dire que quand le président Alpha Condé venait au pouvoir, le pays était confronté à beaucoup de défis. Beaucoup de défis. L'une des priorités qu'elle a fait face, c'est le problème d'électricité. Quand il venait, le manque d'électricité à Conakry et en Guinée était notoire. Lorsqu'on entendait des émissions en son temps, que ce soit des émissions locales ou étrangères, et quand on posait la question quelle était la capitale la plus sombre du monde, on disait que c'était Conakry. C'est vrai ce que je dis, parce qu'il n'y avait pas de... le niveau de décès était très limité. Donc sa priorité a été d'améliorer la desserte en électricité de Conakry. Il a fait de grands investissements pour réhabiliter d'abord les outils de production qui existaient et parallèlement, il a cherché une adjonction thermique parce que c'est plus facile d'acheter des groupes thermiques que de réaliser les barrages hydroélectriques. La réhabilitation de ces groupes a permis de faire fonctionner les centrales thermiques qui existaient et il a fait acquérir 100 MW supplémentaires. Et après l'acquisition de ces 100 MW, il a lancé la réalisation du premier barrage, du barrage hydroélectrique de Kalita. Le barrage hydroélectrique de Kalita était un barrage dont la construction était à l'esprit depuis 1979. En 1979, tellement le souci du gouvernement, du premier président, était d'améliorer la desserte en électricité, il a créé un ministère dédié, qu'on appelait le ministère de l'énergie et du concurrent. Ce ministère devrait en priorité réaliser le barrage hydroélectrique de Kalita. Je suis en train de vous parler de 1979. C'est seulement en 2012 que le président a décidé, Alpha a décidé de faire ce barrage. En 3 ans, il faut que ce barrage soit. Effectivement, en 3 ans, Kalita a été construit. C'était pour 240 MW. Donc, de 2010 en 2015, il a fait accroître la production de 340 MW. 340 MW, c'est supérieur à la totalité des capacités de production de l'indépendance jusqu'en 2010. C'est-à-dire, en 5 ans, il a fait des investissements d'accroissement de la production supérieurs à la capacité de 50 ans. Ce n'était pas espéré. Personne n'y pensait, personne n'y croyait. Et puisque Kalita était là, comme c'était un barrage hydroélectrique, en période d'étiage, avec l'assèchement de cours d'eau, la production diminue. Il a donc décidé, le jour de l'inauguration de Kalita, de faire soit petit. Puisque cette production doit être distribuée, il a négocié, il est en train aujourd'hui de faire avec les pays voisins et avec l'appui des différents bailleurs de fonds des lignes d'interconnexion. Guinée, Mali, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, et la ligne de l'EMVG qui va desservir la Guinée, la Gambie,
la Guinée-Bissau et le Sénégal. C'est sur le plan de l'électricité. La deuxième priorité, c'était le problème d'eau. On a quand même réhabilité les réseaux qui existaient. On a renforcé la production de Conakry pour que les zones qui sont situées en hauteur puissent avoir l'électricité. Et nous sommes en train aujourd'hui de faire l'étude pour couvrir le déficit de production d'électricité. Il y a un cabinet qui est en co-traitance avec la CGP et qui est en train de mener ces études pour que le financement, la recherche de financement soit accélérée. Là, on est vraiment avancé là-dessus. Mais le problème d'eau ne se règle pas surtout au niveau des villes. Il y a aussi les zones rurales. Pendant cette période, il a fait réaliser près de 4500 forages dans les zones rurales. Quand on est à Conakry, on ne le sent pas. Mais quand vous allez dans les zones rurales, vous vous rendez compte qu'il y a eu des investissements énormes pour améliorer, n'est-ce pas, la qualité de vie des populations. Les zones rurales, c'est à peu près 80% de la population guinéenne. Donc c'est là où il y a vraiment le peuple. Les routes également, on en a fait. Et tous ces travaux, c'est avec l'assistance, la maîtrise d'œuvre de la CGP. En termes de routes, il y a beaucoup de travaux routiers qui ont été faits. Les voiries, quand vous prenez les voiries de Conakry et les voiries de l'intérieur du pays, il y a à peu près 460 km de réseaux qui ont été construits dans les voiries, c'est dans les préfectures de Conakry. Et quand vous prenez les routes nationales, il y en a énormément qui ont été également construites. Il y a à peu près 576 km qui ont été construites. Soit en construction réelle, soit en réhabilitation, soit en semi-réhabilitation. Il y a à peu près 576 km. Les gens n'en parlent pas souvent. Et actuellement, il y a près de 780 km de réseaux qui sont en cours de réalisation. Ça, c'est la route nationale. Au-delà des routes nationales, il y a des pistes rurales. Les pistes rurales, il en a fait vraiment une préoccupation. Parce qu'en réalité, c'est les pistes rurales qui permettent de désenclaver les zones de production. Ce qui est déjà réalisé, quand on vous donne les statistiques, vous ne croirez pas, il y a 3300 km de pistes rurales qui ont été réalisées. Et actuellement, il y a un projet qui est en cours et qui va encore ajouter 350 km supplémentaires avec près de 1000 hectares d'aménagement et 400 forages, nouveaux forages qui vont être tout cela dans les zones rurales. Donc en réalité, la Guinée est en train de bouger vraiment. Ceux qui ne veulent pas voir ne peuvent pas voir naturellement. Mais il n'y a pas que cela aussi, les routes. Il y a qu'est-ce qu'on appelle les infrastructures scolaires. La Guinée compte 304 CRD. CRD, c'est communes rurales de développement. Il y en a 354. Dans chacune de ces 354, il y a eu des infrastructures scolaires, primaires et secondaires. Il n'y en a pas une seule qui n'en a pas eu. Et ce qui est encore caractéristique, c'est les écoles, les ERAM, c'est les écoles régionales des arts et métiers. Il y en a 6 qui ont été construites. Pourquoi les ERAM? Les ERAM, vous savez, il y a eu la pyramide des études de la formation en Guinée est déséquilibrée. Tout le monde a voulu faire l'enseignement supérieur. Il y a énormément de cadres supérieurs, c'est-à-dire il y a énormément d'étudiants, de cadres qui ont fait l'enseignement supérieur. L'enseignement moyen n'a pas été privilégié. Les écoles professionnelles n'ont pas été privilégiées. Tout le monde voulait faire l'université. Donc il a dit il faut qu'on réoriente la formation. Tout le monde ne peut pas aller à l'enseignement supérieur. Il faut qu'on ait une classe, une masse critique d'agents intermédiaires. Il a construit, il y a 4 sur les 6, il y a 4 qui sont déjà terminés. Il y a les télécommunications aussi, bien sûr, qui parle au niveau de la télécommunication. Il y avait le nombre d'utilisateurs de la téléphonie en Guinée n'était pas très élevé. Aujourd'hui, presque tout le monde a le téléphone. Tout le monde a le téléphone parce qu'il y a eu l'atterrissage du câble sous-marin qui a été fait, qui a permis d'abord de réduire le coût des appels téléphoniques et qui a permis l'accès à plusieurs utilisateurs. Après, il y a eu le réseau métropolitain. Le réseau métropolitain, c'est par rapport à Conakry, pour faire l'interconnexion de l'administration.
Après, il y a le backbone aussi. Tout ça, c'est dans les télécommunications. Le backbone, c'est la fibre, comment elle s'appelle, la dorsale nationale, c'est la fibre optique qui a été réalisée, ça aussi c'est presque terminé, sur 4000 km. C'est-à-dire que ça couvre tout le pays, avec 76 localités. Le champ, il est long, c'est difficile, il y a les hôtels, l'université. Concernant l'université de Kankan, qui se trouve à l'intérieur du pays, notamment en Haute-Guinée, nous avons fait le déplacement pour voir de nos propres yeux le site sur lequel sera construit cet établissement de renom. Un déplacement qui y a coïncidé avec l'arrivée du chef de l'État dans cette ville. C'est une journée particulière pour les Kankanais. Les Kankanais sont les habitants de la ville de Kankan. C'est la deuxième plus grande ville de la République de Guinée après celle de Conakry. C'est une journée particulière pour cette ville parce qu'ils accueillent le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui est donc arrivé pour la cérémonie de la pose de la première pierre de l'université de cette localité. Il faut rappeler que la population est sortie en masse pour accompagner le chef de l'État jusqu'à ce site. Cela a fait 15 km de long qu'il a parcouru avec la population kankanaise qui était tout en joie. Il faut savoir que le site sur lequel sera construite la nouvelle université n'a pas été choisi de manière anodine. C'est du moins ce que nous a expliqué le chargé de projet Omar Kake. C'était la veille de cet événement. Le site de Fadou est choisi par rapport à certains scénarios qu'on a posés, parce qu'actuellement le site qu'occupe l'actuelle université fait 4,5 hectares et la capacité atteint son maximum. L'université était conçue pour 5 000 étudiants, nous sommes à près de 8 000 aujourd'hui. Donc l'État a jugé nécessaire d'intervenir tout de suite pour pouvoir chercher à régler ce problème. Donc le site de Fadou a été choisi par rapport aujourd'hui à la surface, à l'air qui est là pour abriter toutes les infrastructures et la projection future que nous voulons donner à cette nouvelle université. Elle est située à 15 km, c'est une position stratégique, presque à la sortie de la ville. Et sa position est jugée nécessaire parce que cette université, à terme, à l'horizon, selon la vision que nous avons proposée, c'est pour au moins accueillir 30 000 étudiants à l'horizon 2050. Le projet de la construction de la nouvelle université de Kankan est initié par le gouvernement de la Troisième République. C'est dans le cadre de la réhabilitation des institutions d'enseignement supérieur du pays et dans le cadre de l'amélioration des conditions d'installation des institutions. Donc c'est dans cet élan que le département de l'enseignement supérieur a saisi l'administration et contrôle des grands projets en vue d'étudier le projet et de voir la faisabilité du dit projet. Donc le projet va se situer dans le district de Fadou, à 15 km du centre-ville de Kankan, sur un site d'une superficie de 225 hectares. Et le projet serait un projet phare, un projet qui va, qui va essayer de couvrir, d'avoir un impact positif sur les activités de la communauté ici. Parce que c'est une première fois aujourd'hui que nous implantons une université d'envergure qui aura en son sein plusieurs facultés et qui aura en son sein aussi un centre de conférences internationales, une zone sportive, une zone administrative, des hébergements pour étudiants, parce que cette nouvelle université pourrait loger la moitié des étudiants qui y seront là. Donc la nouveauté même dans la conception de cette université, nous aurons une technopole et une forêt de recherche et de protection, qui serait une forêt qui va non seulement avoir une fonction climatique et une fonction écologique et une fonction de recherche, parce qu'elle servira de station de recherche et pour la faculté des sciences et de la nature de la future nouvelle université. Et donc, en ce qui concerne la technopole, elle serait un centre de recherche et au sein duquel nous aurons un incubateur d'entreprise, on aura un centre de ressources technologiques et des zones d'activité économique
qui vont permettre l'implantation des entreprises innovantes dans le domaine de la technologie. Donc, en somme, c'est un vrai projet qui va englober assez de choses. Et cette nouveauté, c'est pour que l'université puisse s'auto-financer dans certaines activités. Parce que la technopole, les infrastructures sportives, le centre de conférences internationales, c'est pour que l'université puisse capitaliser certains fonds eux-mêmes pour les frais récurrents. Cette université, pour beaucoup, sera une référence en matière d'enseignement supérieur et de recherche ouverte sur son environnement urbain et sur le monde et dont l'aménagement et l'architecture feront la fierté de la République de la Guinée. Cet avis est également partagé par Binko Mamadi Touré, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur du pays. Donc la réalisation de ce projet va donner un ouf de soulagement à la population estudiantine guinéenne en général et en particulier à d'autres jeunes de la sous-région ouest africaine qui viendront apprendre un métier dans ce temple du savoir qui va être construit. Dans la localité, déjà vous voyez que du goudron jusqu'ici, sur les 8 km, la route a été reprofilée. Ça, c'est la première retombée directe. Et les autres qui vont venir avec la réalisation du projet, c'est que le nouveau pôle d'attraction de la ville de Conakry va être tiré vers Fadou. Donc, tout ce qui va se réaliser en termes d'activité économique, en termes d'activité sociale, sont des retombées, sans compter que les populations riveraines auront accès à toutes les infrastructures sociales de base, comme des écoles, l'hydraulique villageoise et tant d'autres. Les riverains de cette localité sont fiers du changement et du développement dont ils sont témoins. Ils sont surtout heureux car leurs enfants pourront acquérir la connaissance dans cette école, et ceci grâce aux formations qui y seront dispensées. C'est également une joie pour Adja Fanta Touré, présidente des femmes de Binko, de voir une promesse de campagne du chef de l'État se réaliser. On est tellement dépassé de joie parce que c'est une façon de désenclaver notre district, notre sous-préfecture. Le président, professeur Alpha Condé, avait promis lors de sa campagne comme quoi il allait construire 4 grandes universités dignes de nom en Guinée. Une à Kankan, une à Labé et dans toutes les autres provinces aussi. La lecture du Coran a été faite ici, c'est non seulement pour remercier le professeur Alpha Condé pour ses braves initiatives qu'il a eu à prendre, mais aussi ça y va de notre intérêt, parce que nos enfants nos enfants seront vraiment instruits et il y aura des laboratoires, il y aura des salles de classe, comment on appelle ça, bien construites, et il y aura aussi des professeurs, des éminents professeurs qui viendront pour enseigner dans ces universités. Il y aura aussi des échanges entre les universités de la sous-région et celles d'ici. Donc franchement, c'est une aubaine pour nous. On est super contents. Franchement, la ville de Kankan est très contente. Nous sommes très très contentes et très ravis de l'initiative du professeur Alpha Condé. La Guinée y est reconnue, il faut le savoir, comme l'un des rares pays qui y accorde encore une place de choix aux valeurs traditionnelles. C'est donc dans cette optique que les sages ont été consultés à la base pour ce projet de construction de l'université de Kankan. Ces derniers l'ont bien accueilli et ont d'ailleurs donné du leur pour sa mise en œuvre et sa réalisation. Nous avons été approchés par notre frère, notre fils,
Binko Madi Touré pour trouver un domaine pour réaliser l'université, la délocalisation de l'université de Kankan. Et il est passé par le préfet, par le sous-préfet, par la commune rurale qui est venue à son tour ou qui sont venus à leur tour pour venir voir les sages de Binko. Volontiers, les sages ont donné le terrain, 225 hectares, et ce terrain qui a été donné, c'est pour construire la nouvelle université de Kankan. Cette université va nous apporter le savoir. Et comme les Écritures saintes l'ont dit, si on veut ici-bas, il faut le savoir. L'au-delà, il faut le savoir. Si on veut les deux, il faut le savoir. Pour cette raison, nous sommes vraiment contents. Nous cesserons de bénir et de remercier le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour avoir pris l'initiative de développer et d'ouvrir des écoles dans notre région et dans tout le pays entier. Que tout le monde sache que c'est volontiers le district de Binko a donné ce terrain de 225 hectares pour servir aux jeunes du pays et à tout le pays en général. C'est par route que nous sommes arrivés à Kankan. Un voyage qui nous a permis de toucher du doigt la réalité des infrastructures routières de la Guinée et qui est l'un des projets portés par le professeur Alpha Condé. La reconstruction de cette nationale numéro 1, Koya Mamou et Dabola, est un tracé de l'époque coloniale qui mesure 1146 km. Il est question de mettre cette route aux normes de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La chaussée sera revêtue de 7 mètres linéaires et 2 accotements de 1,5 mètre linéaire. La dite route respectera les standards géométriques de tracé en plan et profil en long. La nationale numéro 1, une fois achevée, sera équipée de sécurité routière, notamment des signalisations horizontales et verticales, y compris des dispositifs de retenue. Les objectifs de la reconstruction de cette route sont de l'adapter à l'évolution du trafic attendu, soit une prévision de 2,3 millions de poids lourds pendant la période de service, c'est-à-dire 15 ans. L'autre objectif est également d'assurer la viabilité de l'axe routier le plus important pour le développement du pays et de la sous-région. Elle permettra aussi de faciliter le transport des marchandises. Elle assurera par-dessus tout la sécurité des usagers et elle optimisera l'activité économique. Sur le plan hydraulique, le professeur Alpha Condé fait construire dans son pays le plus grand barrage d'Afrique de l'Ouest, Swapiti, dont il a posé la première pierre le 22 septembre 2015. Les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Swapiti avancent mieux que prévu à la satisfaction du gouvernement guinéen et de ses partenaires au développement. La mise en œuvre de l'ouvrage est prévue en septembre 2020. Il est construit à 160 km de Conakry, sur le mythique fleuve Konkouré, qui lui prend sa source dans les plateaux du Fouta Djallon, à 970 mètres d'altitude, avec une longueur de 328 km, un bassin versant de 17 250 km² et un potentiel hydroélectrique de 1200 MW. Encore appelé barrage réservoir à cause de sa forte capacité à stocker une grande quantité d'eau, soit environ 6 milliards de mètres cubes, Swapiti est construit en béton compacté rouleau. Sa hauteur est de 120 mètres avec une chute qui mesure 100 mètres. Sa puissance totale installée des 4 groupes de l'usine hydroélectrique est de 450 MW. Ce barrage de Swapiti a été mis sur pied en partie pour augmenter l'offre énergétique du pays
et réguler le débit de Kalita en période de décrue ou en période de saison sèche, si vous voulez. Les impacts de ce projet sont déjà visibles dans la localité où est construit le barrage. Un impact économique, un impact énergétique. C'est le premier impact positif de ce projet. Cet aménagement permet aussi bien la bonification de l'ouvrage en aval qu'on va visiter Kalita, mais il permet aussi de remonter, d'optimiser le potentiel productif des deux aménagements. Donc aujourd'hui, ce Swapiti, avec cette puissance installée de 450 MW que vous avez indiqué tout à l'heure, on estime un productible, c'est-à-dire une énergie qu'on livre sur le marché, environ de 1900 à 2000 gigawattheures. Ça signifie qu'on a une énergie, un stock d'énergie utilisable sur tous les plans économiques, sociaux et le reste, aussi bien sur le marché guinéen que sur le marché international dans le cadre des interconnexions qui sont prévues en Afrique. Toutes les activités économiques ou commerciales ou sociales qui sont basées effectivement sur l'offre énergétique vont se voir boostées, si vous voulez, accrues de façon chaude. Et ça a aussi des impacts effectivement collatéraux sur la santé, sur la culture et sur beaucoup d'autres choses. Ça, je n'ai pas fini, je vous ai parlé tout simplement d'un impact énergétique majeur qui est au moins perceptible. Mais il y a d'autres impacts. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez emprunté une route pour venir ici à cette rive-là. Ça, c'est un impact positif du projet. Aujourd'hui, cette route qu'on appelle une route de contournement, qui est d'ailleurs une route par laquelle on remplace la route nationale qui est noyée, cette route permet de lier les préfectures de Télémédé, du Breka et de Conakry directement, avec un pont de 506 mètres qui a été réalisé, sur lequel vous avez passé tout à l'heure, l'un des plus longs en Guinée aujourd'hui. Cette route-là permet de désenclaver toute cette zone et donc de booster les activités économiques de toute cette zone. Ça, c'est un impact positif pour le projet. Selon les techniciens commis à la réalisation de l'ouvrage, l'aménagement de ce site dans sa conception de départ prévoit un barrage et une usine souterraine avec restitution dans la retenue d'Amaria. Un site aménageable en aval qui produira en moyenne 3 milliards de kWh pour la première étape, de 2,8 milliards de kWh pour la seconde étape. Les ouvrages que vous voyez devant vous s'appellent les conduites forcées. Pourquoi on les appelle forcées? Parce qu'ils sont sous pression. Elles sont sous pression. Alors, chacune de ces conduites, comme la première qui est à mon dos, prend dans le barrage 135 mètres cubes par seconde d'eau pour produire à lui seul 110, je dis bien, mégawatts de puissance. 110 mégawatts de puissance. Autrement dit, 135 mètres cubes seconde pour produire 110 mégawatts, multipliez ça par 4, vous avez les performances de cet ouvrage, qui en résumé, ça fait 540 mètres cubes seconde de prise d'eau pour produire 450 mégawatts. Ces tuyaux-là, ces conduites que vous voyez là, ont été fabriqués aussi bien en Chine qu'ici, montés ici avec des dispositifs spéciaux pour pouvoir les monter parce qu'ils sont un ouvrage de production de plus importante. Ils ont des spécifications en type de matériaux, ils ont été réceptionnés et testés et montés avec vraiment toutes les spécifications requises. Kalita est le premier barrage hydraulique construit en Guinée. Avec une puissance installée de 240 MW, une grande partie de sa production est destinée à résorber le déficit récurrent que connaît le pays, notamment en zone urbaine. Opérationnel depuis 2015, il est important de souligner que pendant un bon nombre d'années, certains ménages avaient oublié ce que c'était de conserver les aliments dans des réfrigérateurs. Les populations, par manque d'électricité, étaient retournées à l'époque des lampes à pétrole. Une situation qui a changé avec la naissance de Kalita, qui a doublé la quantité d'énergie en Guinée. Le premier impact positif de ce projet, c'est le doublement de la production énergétique dans le pays. Quand on vous dit barrage
hydroélectrique de Kalita, 240 MW. Avant la réalisation du projet de Kalita, on avait un disponible énergétique en matière de puissance installée à peu près de cet ordre-là, 200. Imaginez-vous qu'en 2015 viennent s'ajouter 240 MW à 200 MW. Donc le doublement de la production énergétique de ce pays. Ça, c'est un premier impact. Ce qui fait que, comme je vous le disais, ça a fait un accroissement important de la consommation énergétique. Ça a augmenté le confort des populations en matière de postes ménagers, en matière de travaux, des activités commerciales, en matière surtout de l'amélioration du rythme et du taux de décès, qui était avant de 6 heures sur les 24 heures, qui est passé de 6 heures sur les 24 heures à peu près à 20 heures sur les 24 heures de fourniture d'électricité. Ça, c'était un impact non négligeable, l'une des plus importantes. Mais l'autre impact du projet, c'est que ça a permis surtout à accroître, à améliorer les activités économiques de cette région qui était enclavée, qui avait un niveau de pauvreté. Cette route d'accès que nous venons d'aborder de 70 km à partir de Koubia a été faite dans le cadre de ce projet. Et ça a permis de développer un certain nombre de villages qu'on a traversés. Ça a permis également d'électrifier ces villages de Tondong et Badi. Ça a permis de donner de l'électricité à une ville minière qui est Fria. Ça a permis de construire des centres de santé, des écoles, dans le cadre justement des impacts environnementaux et sociaux dans le cadre de ce projet. On n'a créé que des impacts positifs sur le plan économique, sur le plan énergétique et sur le plan social. Le barrage de Kalita est salué par plus d'une personne comme un exemple de réalisation énergétique après Garafiri. Selon les experts dans le domaine et le secteur, entre 2010 et 2011, la puissance totale installée sur le territoire national était de 393,65 MW contre une puissance totale de 773,97 MW en 2018. L'énergie produite est passée entre 2010 et 2018 de 608,6 GW/an à 2315,5 GW par an, soit une augmentation de 380,75%. De même, le taux d'électrification, qui était de 13,4% en 2013, pour un taux d'accès de 6% en zone interconnectée, est passé à 35,2% en 2018. Cette amélioration des indicateurs est due, selon Talibi Silla, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, à l'arrivée de Kalita sur les réseaux en 2015 et aussi aux adjoints thermiques de Kipé et de Kaloum 1 et 2, ainsi qu'à la réalisation de moyens de production et de distribution par des projets d'électrification rurale. Pour davantage développer la République de Guinée, son leader utilise les moyens dont son pays regorge, notamment le secteur minier. Il a permis aux nationaux et même à certaines entreprises étrangères d'exploiter les ressources minières pour des partenariats gagnant-gagnant. À cet effet, nous avons rencontré Fadi Wasni, directeur de l'entreprise UMS. Il est également le PCA de la société minière de Bokeh. À ce titre, il œuvre son entreprise et lui pour le développement économique de la Guinée, tout en s'attachant à améliorer la vie des communautés locales et à respecter les enjeux environnementaux. Il nous a confié dans un entretien que la Guinée pourrait bâtir presque toute la puissance de son économie grâce à l'exploitation de ses matières premières. Vous savez, l'Australie est un pays également riche en ressources naturelles, en ressources minières. L'Australie a bâti toute sa puissance économique uniquement sur l'exploitation de matières premières.
C'est même sans précédent dans l'histoire. L'Australie, à date, est le seul pays au monde qui a 27 ans de croissance économique continue. 27 ans continue. Ça n'existe. Il n'y a pas de précédent dans l'histoire moderne des économies. Notre pays est comparable à l'Australie. La Guinée est comparable à l'Australie. Si nous mettons les efforts nécessaires pour exporter nos matières premières, c'est-à-dire transformer, entre guillemets, par exemple pour la bauxite, les boés, on les transforme en argent, puisque maintenant les taxes et les redevances, ce sont des revenus de plus en plus importants, qui sont très significatifs. Nous allons aller vers une croissance très soutenue vers le développement de notre pays. Pour exploiter ces ressources minières, il faudrait passer par une étape importante, celle de la transformation, ce qui entraînerait la création d'autres entreprises pour les locaux et cela participera à booster à coup sûr l'économie du pays. Pour la société minière SMB, il faut faire de la richesse du sous-sol de la Guinée la richesse de tous les Guinéens. Et ceci en passant en partie par la diversification économique et du capital humain. La transformation primaire des matières premières est une étape nécessaire. Il y a des considérations, bien sûr, capitalistiques. Les retours sur investissement de ce genre de projet, je parle des raffineries ou des aciéries, ce sont des temps très longs, donc c'est difficile également à financer. Les considérations écologiques sont très importantes. Ce sont des grosses industries qui ont un impact sur l'environnement, donc il faut pouvoir contenir l'impact, le minimiser, veiller au traitement en particulier des déchets. Et voilà, donc c'est un défi important. C'est prévu, d'une part, dans la bauxite, nous avons déjà signé une convention pour faire une raffinerie, et également dans le ciment doux, nous avons prévu de faire des aciéries. Il est plus avantageux et plus pratique d'avoir la main-d'œuvre locale formée que de compter uniquement sur de la main-d'œuvre importée, expatriée. Quand c'est nécessaire, on y a recours, mais dans la plupart, on essaye de s'appuyer sur la main-d'œuvre nationale et même de la former. Il n'y a que des avantages à utiliser la main-d'œuvre nationale. Moi, je suis l'entreprise, l'entité, la mienne qui fait partie du consortium, donc SMB WAB UMS. UMS, c'est 99% de Guinéens. D'ailleurs, aujourd'hui, vraisemblablement, UMS est carrément géré uniquement par des Guinéens, parce qu'on va dire les expatriés qui sont dans UMS, en fait, s'occupent des projets du consortium. C'est-à-dire la mise en place de ces projets, donc où il y a besoin au début de beaucoup de structuration, etc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'appuie essentiellement sur du personnel national qui s'est formé à l'intérieur de l'entreprise, à qui on a fait des efforts, on a mis des moyens à leur disposition pour se former, et on n'a qu'à s'en féliciter. L'ensemble du consortium aujourd'hui, c'est 9000 employés. Et c'est également plus de 95% de nationaux. Au départ, lorsqu'on a commencé, c'était 70%. Donc, mais petit à petit, tous les métiers, même les métiers de logistique maritime, on est petit à petit en train de faire. On a fait même une école et on continue. Et il y a ce n'est pas seulement vertueux, c'est efficace. Lorsque vous avez un travailleur national qui est dans l'entreprise, prenez, nous, dans notre entreprise, nous avons des employés qui ont 20 ans d'ancienneté. Imaginez la loyauté que nous avons, c'est énorme. Ensuite, comment est-ce que nous voyons ça? Nous les formons. Lorsque vous investissez dans l'humain, il y a un retour sur investissement énorme. Si quelqu'un est formé, c'est exceptionnel. Quand vous formez quelqu'un, il apporte de la valeur à l'entreprise. La richesse de l'entreprise, ce sont ses ressources humaines. Donc ce n'est pas seulement par vertu, même par stratégie, il vaut mieux investir dans la formation. Il faut investir dans les talents nationaux. C'est ça qu'il faut faire. Et je pense que petit à petit, n'importe quel manager avisé ferait de même. Le deuxième volet qui est très très important,
c'est non seulement de former les gens, mais de bien les payer. C'est de donner des salaires décents. Et même de donner aux cadres des salaires qui sont comparables aux salaires des expatriés. C'est là que vous allez attirer les talents. C'est là que vous allez avoir la loyauté. Parce que c'est du donnant-donnant. Si vous voulez avoir les nationaux et les payer de manière médiocre, si vous voulez, c'est pas tellement vertueux. Il faut prendre les talents, les former, les payer aussi en conséquence. Située au carrefour des grands défis de la Guinée, la mine, selon Wassini, est indiscutablement porteuse de solutions. D'où sa certitude et son assurance quand il affirme que ce secteur sera un moteur fort pour propulser l'économie du pays. Je pense qu'on peut reproduire le modèle australien. Je suis convaincu. Je suis convaincu qu'on va exporter les matières premières. C'est déjà bien fiscalisé. Les redevances sont à des niveaux, on va dire, élevés même par rapport justement aux pays producteurs comme l'Australie. Les redevances minières, les taxes à l'extraction, les taxes à l'exportation sont même plus élevées qu'en Australie, mais ça reste à des niveaux quand même acceptables. Mais ça va permettre des rentrées substantielles. Et le pays va se développer. Parce que vous avez les rentrées donc, fiscales, vous avez également l'investissement, qui est très très important, colossal, qui va irriguer l'économie. Et je ne doute pas de l'évolution positive de l'économie de la Guinée. Je ne doute pas, je n'ai aucun doute. Ça va se passer. Bien sûr, ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait. Mais malgré tout, notre PIB était, il y a quelques années, il y a 10 ans, ou je ne sais pas, 12 ans ou 13 ans, il était de l'ordre de 5 milliards. On est à 11-12 milliards. Donc ça veut dire que les choses vont dans le bon sens et ça va continuer. Il est vraisemblable que dans les années à venir, ce soit un PIB qui soit comparable même à celui du Sénégal. Au départ, le PIB du Sénégal était 3 fois le nôtre. Bientôt, on est proche du Sénégal. En nominal, puisqu'ils sont 16 millions d'habitants, nous sommes 13 millions, on est proche d'eux. En nominal, ils sont à 1000 et quelques dollars par habitant, nous sommes à 800-900 dollars. Bon, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on est dans ces eaux-là, donc on se rapproche. Ça veut dire que oui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'impact. Les mines ont un impact positif. Il faut, bien sûr qu'il y a toujours des progrès à faire, on peut toujours mieux faire, mais il faut aussi que nous ayons confiance en nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on se dise oui, mais on ne sait pas comment on va faire, etc. Non, on peut. Il y a des hommes de talent et des gens qui sont capables de gérer. Il y a une manne, c'est sûr que c'est toujours difficile, une manne. C'est quand on reçoit de l'argent, etc. au début. Et puis quand on vient aussi, il y a des problèmes. Mais on les surmontera, comme d'autres pays les ont surmontés. Depuis sa création en 2014, la SMB, consortium formé par l'armateur singapourien Winning Shipping, le producteur chinois d'aluminium Shandong Wenqiao, le groupe Wantai Port, ainsi que la société guinéenne de transport et logistique United Mining Supply, est devenu le premier exportateur de bauxite de Guinée avec 42 millions de tonnes produites en 2018. La SMB emploie 9000 personnes dans la région de Bokeh et y a construit 2 terminaux fluviaux, notamment à Dapilon et Kouolouma. Ceux-ci sont rattachés au port de Bokeh. Enregistré à l'Organisation maritime internationale depuis 2018, Bokeh est le plus grand port polyvalent de Guinée en termes de volume de marchandises manutentionnées, import-export, et possède également le plus grand centre de réparation navale d'Afrique de l'Ouest. Là, il y a 2 entreprises qui travaillent pour le Winning Consortium. Il y a des VAP, on a tout à fait on va VAP. VAP, il cherchait le embarquement, il cherchait le possède dans le parc, et des Winning qui cherchait le transport, c'est-à-dire après le chargement dans le bateau, il transporte les bauxites jusqu'en Chine. Le port, ça sert uniquement pour transport des bauxites. Ça, c'est pour transporter le bauxite, on construit le port ici.
la sécurité. Donc, en fait, on a contrôlé l'entrée et sortie des marchandises de la barrière. On travaille parfois avec les douaniers, okay? Et pour contrôler, même il y a des importations. Parfois, il arrive ici, il y a des lourdes machines et matériels. Et il y a des matériels qui servent à la construction des chemins de fer aussi. Donc, c'est tous les matériels qui arrivent normalement ici. Okay? C'est en charge de contrôler toutes les sécurités avec les douaniers. Ici, c'est WAZ, Winning Africa Shipyard Engineering. C'est une société qui est dans la conception et dans la réparation des bateaux, évidemment des remorqueurs et des barges. Mais ici, c'est une chaîne, nous sommes dans le consortium. C'est une chaîne. Et donc, évidemment, les chaînes, ça dépend, les unes dépendent des autres. De l'autre côté, c'est la production et ici, c'est la réparation. Donc, une fois que les bateaux ou les remorqueurs sont en panne, ou les plateformes sont en panne, ils viennent chez nous pour être réparés, bien sûr. Quand ils quittent ici, ils repartent là-bas, on les charge et puis ils vont en haute mer. On a réparé un bateau ici tout à l'heure, dans la fabrication aussi, tu vois, qui est descendu en mer le mardi 12 novembre 2019. Alors qu'il a déjà investi près de 1,5 milliard de dollars américains dans ses activités dans la région de Bokeh, le consortium a également lancé le projet Bofa-Bokeh, comprenant une ligne de chemin de fer de 135 km dans un corridor s'étendant du terminal fluvial de Dapilon aux nouvelles zones minières de Sontoudeu et de Ouda et la construction de l'exploitation d'une raffinerie d'alumine dans la région de Bokeh. L'investissement total consenti pour l'intégralité du projet Bofa-Bokeh par le consortium est estimé à 3 milliards de dollars américains. Avec le chemin de fer transguinéen, la Guinée sera désormais dotée d'une véritable ligne reliant 4 régions guinéennes entre elles, accélérant la décentralisation administrative et économique et renforçant le maillage ferroviaire du pays. Donc, ce que je disais, une bonne carte vaut mieux que plein d'explications. Donc là, c'est beaucoup plus facile à voir. Donc là, vous avez le port de Dapilon, ici, où on se trouve. Et là, vous avez en rouge donc la ligne de chemin de fer qui va récupérer dans la zone de Santou, ici, à 135 km, donc la bauxite, ici, Ouda, Santou, les autres minières. Sur ce chemin de fer, comme je l'ai dit, il y aura 21 ponts et 2 tunnels. Un tunnel de 1890 mètres et un tunnel de 2850 mètres, plus les différents ponts sur le côté. Pour mieux être à la hauteur des attentes des populations et des États en participant à la promotion du développement durable, la société SMB et ses partenaires ont mis sur pied des projets communautaires à côté qui y impacteront près de 150 villages. Ils souhaiteraient réaliser un corridor agricole tout au long du chemin de fer. Il sera fait avec les serres et il s'agira essentiellement de la production maraîchère. Parmi d'autres projets communautaires déjà réalisés, il y a la rénovation des écoles, des hôpitaux et bien d'autres. Abdoulaye Magasouba, le ministre des Mines de la Guinée, que nous avons rencontré à son bureau, nous a également fait le point de son secteur, ceci en termes de chiffres. Il nous a aussi clairement expliqué ce que les mines ont apporté au pays et comment ce secteur compte aider à développer les autres domaines. La Guinée a un potentiel exceptionnel en termes de ressources minérales, par sa qualité, par sa diversité et surtout par son importance en termes quantitatifs. Pour la bauxite, par exemple, la Guinée a un potentiel en termes de ressources de plus de 40 milliards de tonnes de bauxite, dont une partie avec une teneur exceptionnelle au-delà de 60% d'alumine, plus de 20 milliards de tonnes de ressources en fer,
dont une partie, notamment le mont Simandou et Nimba, avec une teneur moyenne autour de 65%. La Guinée n'est pas riche que de bauxite et de fer. Il y a aussi des ressources importantes en or. C'est estimé aujourd'hui à plus de 700 tonnes, un potentiel de plus de 700 tonnes d'or. Le diamant, les métaux de base, l'uranium, et je dirais que la liste est quasiment infinie. Ces ressources, nous les avons toujours eues. Dès son élection à la fin de l'année 2010, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a engagé une série de réformes profondes du secteur. Ça a été l'un des secteurs cibles prioritaires en termes de réformes pour pouvoir créer cet environnement-là qui permettrait de donner confiance aux investisseurs pour que ces ressources minérales-là puissent passer d'un potentiel exceptionnel à des projets, à des opérations, à de la prospérité pour le pays et pour ses populations. Au niveau des réformes, la première chose qui a été faite, c'était déjà de disposer d'un cadre légal et réglementaire attractif pour les investisseurs, un cadre qui donne confiance aux investisseurs, mais un cadre aussi qui permet de garantir les intérêts de toutes les parties prenantes. Parce que si l'objectif de l'investisseur, c'est faire du profit, en garantissant ce profit, l'objectif de l'État, c'est pouvoir améliorer les conditions de vie de ces populations, pouvoir assurer son développement. Donc, nous avons obtenu, à travers la réforme de 2011, qui est allé plus loin en 2013, obtenu un cadre légal qui permet de concilier tous ces intérêts et surtout pouvoir attirer plus d'investissements. Ça, c'est sur le cadre légal et réglementaire. Plus de transparence dans nos lois, plus de garanties, de protection de l'investissement, plus d'emphase sur les questions de responsabilité sociétale des entreprises et une claire insistance sur la lutte contre la corruption qui avait bien sûr contribué à cette léthargie du secteur minier. Au-delà du cadre légal et réglementaire, il fallait aussi renforcer tout le système de gestion minière. Et le cœur de ce système-là, c'est le cadastre minier. Donc, le cadastre minier guinéen, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a été amélioré, modernisé et mis en ligne. Aujourd'hui, d'où que vous soyez dans le monde, vous pouvez simplement aller sur le site du cadastre et identifier exactement à l'instant T tous les permis qui sont actifs. C'est pourquoi nous travaillons à ce que la vision du chef de l'État, qui est de faire du secteur minier un véritable catalyseur de la transformation de l'économie nationale, pour que cette vision-là se réalise. Comment est-ce qu'elle se réalise? Le premier aspect, c'est déjà les revenus, la gestion des revenus que l'État tire du secteur minier. Les revenus courants, mais aussi les revenus futurs. Parce que nous avons engagé avec certains partenaires de la Guinée des initiatives permettant d'utiliser, au-delà des revenus courants, les revenus futurs pour investir dans des infrastructures transformatrices de l'économie nationale. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est bien sûr que les mines ne soient pas, les exploitations minières ne soient pas des formes d'îlots de prospérité. Pour pouvoir garantir cela, une autre mesure qui a été instaurée, c'est la contribution des exploitations minières au développement local. Dans les collectivités dans lesquelles les mines opèrent, il est prévu que 0,5% ou 1% de chiffre d'affaires de ces exploitations-là soit directement payé
aux collectivités pour l'investissement dans les projets de développement local. Cela en plus des efforts que les entreprises elles-mêmes font en termes de, dans le cadre de la responsabilité sociétale. Les projets d'écoles, de centres de santé, les activités génératrices de revenus que les entreprises financent sur la base de leur bonne volonté. Donc, il y a une obligation, en plus de cela, que les entreprises payent une partie de leur chiffre d'affaires aux collectivités. L'autre élément qui est exceptionnel, c'est le partage de la richesse. L'État, grâce justement aux dispositions du Code minier que le président a initié dès 2011, l'État ponctionne 15% des revenus miniers qu'il perçoit et les transfère à l'ensemble des collectivités du pays dans le cadre de ce qu'on appelle le Fonds national de développement local et une agence, l'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique, a été mise en place à cet effet. Depuis le début de cette année, vous avez dû le constater, beaucoup d'infrastructures sont en train d'être réalisées dans l'ensemble des collectivités du pays. Et ce sont 15% des revenus de l'État, des revenus miniers de l'État qui sont directement transférés aux collectivités. Et bien sûr, le travail se poursuit pour assurer une meilleure intégration des exploitations minières dans leur environnement socio-économique. Nous venons de finir une étude sur le développement intégré de la région de Bokeh, qui est la région bauxitique, la première région bauxitique, afin de nous assurer que le développement minier arrive à se diffuser au reste des autres secteurs, que ce soit l'agriculture, les infrastructures, les télécoms, tous les autres secteurs au niveau local, pour que nous nous assurions que aujourd'hui, nous sommes bien sûr très dépendants du secteur minier, mais qu'au fil des années, la Guinée devient de moins en moins dépendante du secteur minier, surtout grâce à cette meilleure intégration du secteur dans le reste de l'économie, à un meilleur investissement de la prospérité créée par ce secteur. Selon lui, malgré plusieurs projets qui ont déjà été réalisés grâce à l'exploitation minière, beaucoup de défis restent encore à relever. La transformation en fait partie. Il y a encore beaucoup de défis à relever, la transformation en fait partie. Mais en termes de progrès, il faut que vous puissiez avoir une idée de l'échelle. Nous sommes par exemple partis de moins de 20 millions de tonnes exportées depuis, je dirais, l'indépendance jusqu'en 2010 par an, à 60 millions de tonnes en 2018. Donc c'est un triplement en l'espace d'une décennie, c'est un triplement du niveau de production, avec la croissance des revenus qui va avec. Nous n'avions en 2010 que 6 projets miniers en phase d'exploitation. 6 seulement, pour un pays avec un potentiel aussi important que la Guinée. Aujourd'hui, nous avons doublé le nombre d'opérations minières industrielles en cours. Nous avons réalisé le pays de l'indépendance en 1958 jusqu'en 2010. Nous avons attiré moins de 5 milliards de dollars d'investissement en Guinée dans le secteur minier. Et de 2010 à maintenant, nous avons attiré pas moins de 15 milliards de dollars d'investissement, soit plus du triple. Et sur ces 15 milliards, ce ne sont pas que des chiffres sortis simplement comme ça. Sur ces 15 milliards, il y a déjà 4 milliards qui ont été investis sur le terrain. Et le reste des investissements est en cours et nous espérons et nous sommes convaincus que nous avons encore peut-être une bonne décennie d'investissement massif
dans le secteur minier grâce à toutes les réformes qui ont été réalisées. Bien sûr, quand on parle d'investissement, vous serez en droit de me dire, mais qu'est-ce que ça a rapporté? Ça a rapporté. Voilà. Donc, la première, c'est vrai que le secteur minier n'est pas un secteur à forte intensité de main-d'œuvre, mais le secteur rapporte des revenus à l'État. Ces revenus se sont chiffrés à 505 millions de dollars en 2017, par exemple. Le secteur crée quand même des emplois. Nous sommes en train de parler de plus de 50 000 emplois directs et indirects créés par les opérations nouvelles dans le secteur. Nous parlons aussi de tout ce que cela amène comme sous-traitance aux entreprises guinéennes, et pour pouvoir justement améliorer nos performances en termes d'accès des PME aux opportunités dans le secteur minier, nous avons créé une bourse de sous-traitance et de partenariat qui donne l'opportunité aux entreprises locales d'avoir accès aux appels d'offres qui sont postés par les entreprises minières, avec bien sûr, au-delà même de l'accès à l'information, tout le dispositif d'accompagnement, de renforcement des capacités qu'il y a. Mais il y a encore des défis. Et l'un des défis, c'est bien sûr la question des impacts environnementaux, sociaux et économiques. Même s'il y a eu des progrès, nous devons poursuivre, renforcer nos efforts à ce niveau. L'un des défis, bien sûr, c'est la question de la transformation locale des produits miniers. Nous n'avons pas moins de 6 nouveaux projets de raffinerie qui sont au moins en phase d'étude. Et nous sommes confiants que dans les 5 prochaines années, nous commencerons à voir de nouvelles raffineries en Guinée. Nous avons récemment relancé celle de Friguia avec la société Rusal. Dans les 5-10 prochaines années, nous commencerons à basculer concrètement vers des opérations de transformation grâce à tout ce qui a été initié au cours des dernières années. Le gouvernement en place a mis sur pied une politique qui va vers la réalisation d'infrastructures à caractère structurant pour l'économie. C'est donc la raison pour laquelle les mines sont utilisées comme levier pour la réalisation des infrastructures qui sont non seulement partagées par les miniers, mais aussi utilisées par d'autres secteurs. L'objectif est de faire respecter les intérêts de l'État et de faire des préoccupations de la population au niveau local une priorité. Le secteur sanitaire est également un point essentiel pour le professeur Alpha Condé et qui a mis et continue d'ailleurs à mettre tout en œuvre avec ses équipes des infrastructures pour améliorer l'état de santé des Guinéens. Plusieurs faits décriés par les populations en ce qui concerne les hôpitaux et la prise en charge des malades semblent avoir trouvé des débuts de solutions. Le médecin-colonel Rémi Lama, ministre de la Santé en Guinée, nous le fera d'ailleurs savoir dans un entretien qu'il nous a accordé que beaucoup de choses ont changé en 10 ans avec l'arrivée au pouvoir du professeur Alpha. J'avoue, à l'arrivée du professeur Alpha Condé, chef de l'État, président de la République, aujourd'hui nous nous sentons mieux que par le passé. Parce qu'avant lui, l'état de nos structures sanitaires était très défectueux. La plupart de ces structures sanitaires ne répondaient pas aux normes internationales. Ces structures étaient sous-équipées. Et du coup, imaginez ce qui peut advenir. Les soins qui étaient dispensés étaient entachés. Il faut également retenir, par rapport à ces structures sanitaires, le sous-équipement. Il y avait également la surtarification, la sous-notification des cas
entraînant du coup le manque de confiance entre les prestataires et les utilisateurs des soins, parlant de la population. Mais depuis son arrivée, il y a un grand ouf de soulagement. D'abord, quand nous prenons la part du département de la santé dans le budget national, qui hier était autour de 2%, est passé aujourd'hui à 8%. Au niveau de la déclaration d'Abuja, il a été dit que les pays, que le budget, la part de la santé du budget est aussi autour de 15%. Aujourd'hui, grâce au professeur Alpha Condé, on est aujourd'hui à 8%. Quand nous parlons des infrastructures, je prends le CHU Donka, où vous aviez, grâce à la clairvoyance du professeur Alpha Condé, nous assistons aujourd'hui à la rénovation, à la construction, à l'extension de ce grand centre hospitalo-universitaire. Tout ceci au bénéfice de nos populations. Et j'avoue, en date, tous les équipements des dernières générations s'y trouvent. Vous étiez avec nous, on a fait une visite de terrain, vous l'aviez touché des doigts, les réalités. À part la réhabilitation, l'extension et la construction de l'hôpital Donka, il y a eu la construction de 4 centres de santé améliorés. 4 centres de santé améliorés dans certaines sous-préfectures, notamment Banankoro, Matoto, Gweke et Mafrenya. Avant, il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, toutes ces structures sont équipées avec des équipements de dernière génération. Ce qui, du coup, réduit de façon considérable le déplacement des patients d'un point A à un point B. Je ne dis pas que toutes les prises en charge sont faites là-bas, mais il y a certaines pathologies qui peuvent être déjà prises en charge là-bas. Si à ce niveau, il y a des complications, ils peuvent se référer à un niveau un peu plus supérieur, c'est-à-dire au niveau des hôpitaux préfectoraux. Et à ce niveau, je peux vous dire, en date, il y a la construction des infrastructures hospitalières au niveau des préfectures, au nombre de 7. Il y a Bofa, Fria, Gawal, ainsi de suite, pour ne citer que cela. Il y a également la construction de 10 centres de santé améliorés sur fonds propres du BND. Ensuite, il y a près de 52 centres de santé en construction à travers tout le pays. Je peux vous dire aujourd'hui, il n'y a aucune préfecture en République de Guinée où vous n'aviez pas une structure sanitaire construite et équipée. Quand je prends par exemple l'hôpital, le CHU d'Ignasdine, qui est dans l'étude de faisabilité déjà faite, il est question de procéder à la rénovation, à la réhabilitation et à son équipement. Il y a également l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, là-bas les travaux sont très avancés. Il est également question de faire une extension de la construction pour également augmenter la capacité de prise en charge, et de nouveaux services vont être mis en place, notamment la création, la mise en place des services de lutte, de prise en charge des maladies de cancer. Tous ces services-là sont prévus au niveau de cet hôpital de l'amitié sino-guinéenne. L'hôpital de Donka, dont le ministre de la Santé fait allusion, est un hôpital universitaire et situé au nord-est de la grande mosquée de Conakry, près du célèbre camp Boiro. C'est le plus grand hôpital public du pays, construit en 1959, juste avant l'indépendance. L'un des objectifs de cette rénovation est de promouvoir, entre autres, la recherche en santé en vue de réduire la mortalité et la morbidité du fait de sa position centrale et incontournable dans la carte sanitaire de la Guinée. Ce projet revêt également, selon le ministre, un caractère prioritaire pour l'amélioration de l'offre de soins au niveau de la ville de Conakry, mais aussi au niveau national. L'objectif recherché, c'est d'abord l'augmentation de la capacité de prise en charge. Avant, c'était autour de 500 lits. Après la rénovation et l'extension, l'hôpital va connaître une augmentation de la capacité de prise en charge de 500 à 650 lits. Et également,
c'est l'amélioration de la capacité de diagnostic et de prise en charge des patients. Je vous disais tantôt, je dis, nous avions aujourd'hui des équipements de pointe, de diagnostic, l'IRM, les scanners et les radios, tout ce qu'il faut pour l'imagerie. Oui, du coup, vous imaginez déjà ce qui peut arriver. Ça va réduire de façon drastique les évacuations sanitaires qui constituent aujourd'hui presque une saignée financière de l'État. Mais j'avoue qu'après cette infrastructure, nous serons aujourd'hui à mesure de dire, on ne dit pas qu'on ne peut pas évacuer. L'évacuation, c'est une prescription, mais elle sera réduite. L'autre point dans cet hôpital, c'est que les médecins seront à même de faire certaines pratiques médicales à distance. Ceci en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il s'agira de la télémédecine. Cette forme de pratique médicale à distance est rendue possible par les évolutions des technologies de santé et par un cadre réglementaire mis en place depuis la loi Hôpital, Patient, Santé et Territoire. Elle est, selon le médecin-colonel Rémi Lama, un levier fondamental de la mise en place de nouvelles organisations susceptibles de relever les défis actuels du système de santé. La télémédecine, vous verrez aujourd'hui, c'est-à-dire les médecins, partout où il sera, on peut avoir des médecins, on peut avoir besoin de consulter un médecin, qu'il soit à Paris, en Allemagne, où qu'il soit, avec la nouvelle technologie de l'information et de la télémédecine, de la télévision, on peut échanger avec son homologue, où qu'il soit, à travers un cas précis, un diagnostic auquel nous doutons, ou bien nous voulons avoir la confirmation par rapport à telle pathologie, à travers la télémédecine, sur place, les deux médecins d'un autre État peuvent échanger et se convenir par rapport à un diagnostic donné. Donc je vous dis, à partir de ce que nous allons vivre après la remise officielle de ce hôpital d'Onka, tous ces faits seront une réalité. La téléenseignement, c'est l'enseignement à distance. Tout ça, c'est dans le cadre de la rénovation, comme je disais tantôt, la nouvelle technologie de l'information. Donc, la téléenseignement, avec nos étudiants en médecine, il sera question, à partir, comme je disais tantôt, des autres pays, les gens peuvent échanger à la seconde pour que les informations soient au même niveau sur le plan scientifique, sur le plan décisionnel. Oui, ce que je disais tantôt, au niveau de nos blocs opératoires, ils ont mis en place des systèmes de téléenseignement. Les étudiants même, ils pourront rester dans les salles de conférence parce qu'ils ne pourront pas tous contenir dans les blocs opératoires pendant les interventions. Donc ils pourront être dans des salles appropriées pour ça. Donc pendant que les interventions vont se faire, assis dans leur salle de conférence ou d'enseignement ou de cours, ils pourront suivre en direct ce qui se passe dans les blocs opératoires et les professeurs seront là auprès d'eux pour leur expliquer la procédure. Ce projet de rénovation et d'extension de l'hôpital de Donka vise la population guinéenne en général et celle de la ville de Conakry en particulier. Car il faut le savoir, la ville de Conakry totalise plus de la moitié de la population urbaine. Elle est estimée à plus de 4 millions d'habitants, dont une large cible touchée par le projet. S'il y a un secteur qui préoccupe également le gouvernement guinéen, c'est celui de la sécurité et de la protection civile qui est d'ailleurs en pleine réforme sous les rênes du président Alpha Condé. Dès l'instant, vous arrivez dans un pays qui depuis maintenant environ 9 ans est en plein programme de réforme de ses forces de défense et de sécurité, du secteur de la sécurité en général, et que beaucoup d'efforts ont été faits. Aujourd'hui, il est évident que les observateurs constatent que la physionomie, l'image et les rapports entre la population et ses forces de défense et de sécurité ont fondamentalement changé, évolué dans un bon sens depuis que le président de la République, le président Alpha Condé, a pris les rênes de cette réforme personnellement et s'est assuré que toutes les recommandations qui avaient été faites pendant la période de transition où, avec les forces de sécurité, on a eu à assister à des drames qui se répercutent jusqu'à aujourd'hui. Donc, faire de telle sorte que l'image change et qu'on ait des forces républicaines, une police et une gendarmerie engagées au service des citoyens. Et ces efforts se poursuivent avec des résultats probants.
qui font qu'aujourd'hui, vous avez des militaires qui sont engagés sur des fronts au niveau panafricain. Vous avez une réforme du secteur de la sécurité qui est reconnue dans le monde africain comme étant un exemple et pour laquelle beaucoup d'experts viennent s'inspirer. Et bien entendu, des efforts qui continuent à être consentis pour qu'on arrive à terme à être un exemple dans la sous-région. Donc je pense qu'elle se porte bien. Il y a encore des choses à améliorer, beaucoup bien entendu. Les défis sont énormes, mais le plus important, c'est la dynamique et la volonté politique qui est affichée. En ce qui concerne les accusations de l'opposition et de certains médias étrangers sur l'interdiction de manifestations publiques, M. le ministre dit sa part de vérité. Ceci étant, entre ce qui est dit, soit par l'opposition, soit par les médias, et la réalité des faits, il y a une évidence qu'on ne peut pas nier. D'abord, je suis assez désolé de voir que cette rhétorique de l'opposition, qui parfois est reprise par des organisations internationales dont on peut se demander le degré d'impartialité, qui disent que systématiquement, c'est carrément le contraire. Au contraire, la règle en Guinée, c'est que les manifestations sont autorisées. Si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas enregistré plus de 530 jours cumulés de manifestations en moins de 8 ans, c'est-à-dire depuis que le président de la République est aux affaires. Même pendant la crise Ebola, il y avait des manifestations en Guinée et des manifestations autorisées. Il est évident que lorsque les demandes de manifestation interviennent sur des espaces, des parcours et des moments où ça peut créer des troubles à l'ordre public, les autorités prennent le soin d'informer qu'il faut soit reporter la marche, la manifestation, soit lui redéfinir un parcours. Et c'est là que, la nouvelle étant reprise de manière disproportionnée, on donne l'impression que les marches ou les manifestations sont interdites. Je m'inscris en faux et les observateurs qui sont en contact avec la documentation qui existe et les décisions prises savent que ce n'est pas vrai. Ceci étant, il est évident que nous sommes aussi garants de l'ordre public et que de la même manière que la Constitution permet l'expression des libertés publiques, elle explique qu'elles doivent se faire dans un cadre légal qui existe et surtout en préservant la liberté des autres citoyens. Et c'est dans ces contextes-là que parfois il y a incompréhension entre ceux qui veulent organiser des marches et les pouvoirs publics. Nous espérons qu'à l'image de ce qui s'est passé il y a quelques jours où l'entente a été parfaite, on n'aura plus à subir ce genre de malentendus. Mais en Guinée, la règle est que les libertés publiques sont respectées. Et si vous voyez aujourd'hui des images de la manière dont l'ordre public était géré avant 2010 et celle d'aujourd'hui, avant 2010, vous aviez des bérets rouges avec des kalachnikovs. Aujourd'hui, vous avez des forces de défense et de sécurité avec des boucliers, des casques et des matraques. À l'occasion, si cela s'avère nécessaire, des grenades lacrymogènes. Il n'y a pas photo. Des avancées visibles dans la quasi-totalité des secteurs du pays. Preuve que la nouvelle ère de la Guinée est en bonne marche. Certains Guinéens, pour ne pas dire la plupart, reconnaissent que le pays a changé sur tous les plans ou presque depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir en 2010. Les efforts qu'il a fournis jusqu'ici doivent être reconnus et appréciés selon eux. Le bilan du professeur Alpha Condé, c'est positif. Vous voyez, depuis 2006, on dit maintenant en langue sous-oué, TFA, le courant est 24 heures. Regarde, entre bon, je peux dire Matutu Koya, tu peux couvrir sans problème. Regarde, même la matière de la démocratie, chacun dit ce qu'il veut. Avant ça, il n'y en a pas. Regarde, partout, comme les radios privées. C'est grâce à professeur Alpha Condé. Mais en Guinée, ici, on ne veut pas l'homme qui travaille. Chacun veut se et si c'est nous, se fâche. C'est ça notre problème. On n'a qu'à se unir. La Guinée, c'est une famille. Quand même, professeur Alpha Condé, c'est le bâtisseur. Le Guinéen l'aimait. Bravo, bravo les femmes nationales. Pour cet autre Guinéen, les gouvernements militaires successifs qui ont dirigé le pays avant l'arrivée du chef de l'État Alpha Condé ont plongé la Guinée dans une instabilité politique, économique et sociale. Une situation qui est en train d'être améliorée. Sincèrement, il faut reconnaître qu'il a hérité d'une situation catastrophique. Il a hérité d'une situation catastrophique. Quand vous prenez la culture algérienne aujourd'hui, dans le contexte algérien aujourd'hui, tous ceux qui ont servi l'ancien président Bouteflika, aujourd'hui le peuple ne veut plus les sentir. Ils ont vendu nos trains, ils ont vendu nos avions, ils ont vendu nos usines, ils ont saboté l'éducation guinéenne. Et le professeur Alpha Condé est en train d'équilibrer cela.
vous voyez du riz, vous voyez du sucre. On avait des usines de sucre ici, on avait tout ça ici. Le professeur Alpha Condé est en train d'équilibrer tout cela. Koba, il y avait une usine de sucre là-bas. On faisait de l'alcool. On prend Massantan, il y avait l'usine de thé qui était là. Mais malheureusement, tout cela a disparu. Il faut une démographie galopante. Il n'y a pas de route. Aujourd'hui, le professeur Alpha Condé est en train de se battre sur deux angles. Soit la dette ou soit le don. Le peuple est en train de faire sur la route de Bambeto. Ils sont en train de brûler la route là-bas. Où on y va? Quel est le sort du peuple de Guinée? On devrait se préoccuper au développement économique et non de la politique. Aujourd'hui même, les vendeurs sont devenus des politiciens. Sincèrement, c'est déplorable, c'est regrettable. Bonne chance au peuple de Guinée. Le professeur Alpha Condé est reconnu comme celui-là qui a fait bouger les lignes en République de Guinée. Celui-là qui a bataillé pour que son pays ait une visibilité sur l'échiquier international. Son ambition, c'est de faire de la Guinée cette puissance énergétique de l'Afrique de l'Ouest à cause de nos réalités naturelles. Nous constituons le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, donc on a beaucoup de potentialités pour faire des barrages hydroélectriques. Et en 8 ans, il a pu faire, je crois, il y a eu Kaleta, on est en train de faire Soapiti, Amaria aussi va venir. Donc déjà avec ces différents barrages, beaucoup de choses ont changé puisque la desserte, elle était vraiment au plus bas niveau en Guinée, surtout dans la capitale. Mais déjà avec la saison des pluies, le courant est là 24 heures sur 24. C'est pendant la période de la saison sèche où il y a quelques soucis, il y a des délestages. Mais aujourd'hui, on peut dire que sur le plan énergétique, beaucoup a été fait. Et même à l'intérieur du pays, il y a des villes par exemple qui depuis 1970 ou certaines villes depuis des décennies n'avaient pas de courant. Mais ces villes aujourd'hui, à travers les centrales thermiques qui ont été installées, donc ces villes ont commencé à avoir de l'électricité. Sur le plan des infrastructures routières, vous avez vu, il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts, mais la dégradation de la voirie, elle est totale. Puisque quand vous prenez aujourd'hui la Guinée, l'essentiel du trafic se fait par voie routière. Non pas de chemin de fer, non pas de compagnie aérienne. Donc le transport, le Guinéen à l'intérieur se déplace sur les voies. Et ce qui constitue un poids lourd sur nos routes, d'où les fortes dégradations des chaussées ou des pistes rurales. Mais à ce niveau aussi, avec la coopération des partenaires, il y a beaucoup de routes qui sont en train d'être réalisées. C'est plus de 300 et quelques kilomètres entre Koya et Dabola qui va permettre de relier facilement Conakry à Bamako. Vous savez que c'est l'un des ports les plus proches de Bamako, mais le plus souvent les Maliens sont obligés d'aller jusqu'à Dakar ou en Côte d'Ivoire pour prendre les marchandises. Donc sur ce plan, il y a de l'espoir. Et qu'est-ce qu'il faut dire encore? C'est aussi, on ne dira pas qu'il y a eu de la moralisation du bien public, mais sur le plan économique, le PPTE, ça fait des années et des années, la Guinée n'était jamais venue à bout de ce programme. Mais avec le président Alpha Condé, il faut le reconnaître, on est parvenu à achever ce programme et ça a facilité un peu les prêts auprès des institutions de Bretton Woods. Donc à ce niveau, beaucoup a été fait. Et aussi l'arrivée de l'ouverture du pays vers le monde extérieur, cette facilité d'investissement, puisque pour créer une entreprise, pour venir investir en Guinée, c'était encore des problèmes. Mais à ce niveau, il y a eu cette facilité avec des instruments qui ont été mis en place et qui permettent à tout bailleur de fonds, à tout investisseurs d'abord de consulter la Guinée, les opportunités d'investissement hors du pays, et quand tu viens, tu as cette facilité aussi de créer facilement l'entreprise que tu veux. Donc ça aussi, ce sont des prouesses, des résultats qu'il faut mettre à son compte. Et aussi le retour de la Guinée dans les institutions internationales. Avant son arrivée, il y avait beaucoup de... Les cotisations guinéennes étaient impayées dans la plupart des organisations internationales. Donc nous étions là comme étant des observateurs, mais au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que les taxes, les redevances sont payées et les cotisations sont régulièrement payées. Ça nous permet aussi de participer et d'être des acteurs dans ces institutions. Donc voilà un peu, de façon résumée, dire que les choses ont bougé, sans compter aussi d'autres réformes importantes qui sont en cours.
Même dans le domaine du textile, le président de la République a révolutionné les choses, en donnant ainsi de la valeur à ce qui est fait localement par les tisserands du pays. En matière de textile que nous travaillons, il y a eu beaucoup d'avancements. Et surtout depuis qu'elle a commencé à porter les vêtements lui-même, ça a encouragé ça a encouragé presque tout le monde. Par exemple, le Tabaski est passé, tout le monde a porté les lépis. Et les gens ont aimé, et puis même le lépi, le prix qu'on vendait à 200 000, le prix est monté jusqu'à 500 000, tellement que c'était recherché. Donc il y a eu beaucoup de changements. Le lépi, ou pain indigo, est l'un des pains traditionnels de la Guinée. L'indigo de Guinée est un morceau de tissu en coton tissé et très léger. Il convient aux hommes et aux femmes également. Il fait ressortir la beauté, l'art, l'authenticité, la richesse et les valeurs de l'accoutrement africain et celles guinéennes en particulier. En dehors du lépi, on trouve d'autres tissus confectionnés par les tisserands du pays, notamment le tissu forêt sacré, le pain de baoulé, le kendili de la Basse-Côte ou encore le baka. Malgré ces projets dans le pays qui vantent et valorisent la Guinée, certains appellent le chef de l'État à plus de vigilance dans la réalisation et la mise en œuvre des projets pour le bien-être des populations. Si à la loi, je fais ce que je ne dois pas le faire, il faut me taper. Ça, il n'y a pas de problème. Mais en me tapant aussi, ça trouvera que toi-même, tu es en train de me diriger là. Ça trouvera que toi aussi, tu es dans la loi. Est-ce que tu vois? Il ne faut pas me prendre, tu m'appliques la loi et toi, tu es en train de m'appliquer la loi. Toi, tu n'es pas de la loi. Il ne s'agit pas de cultiver. Même si tu cultives un carré seulement, celui qui a cultivé un carré et celui qui a cultivé 10 carrés, l'autre là, il contrôle son un carré là. Et toi qui as cultivé, laissé là-bas, tu dis je suis cultivateur, ça c'est un cultivateur ça. Il ne s'agit pas de cultiver seulement, laisser. Il ne s'agit pas de mettre la loi seulement, laisser. Quand on met, il faut appliquer. Ça, il n'y a aucun problème. Et tous les Guinéens sont prêts pour ça. Hein? Voilà, c'est ça que le message là, c'est ça que j'ai pour dire au professeur. Il n'a qu'à bien regarder ça. Il y a beaucoup d'escrocs qui sont en train de lire. Bien qu'il ait pu faire bouger les lignes dans son pays qu'est la Guinée, Alpha Condé ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans la ville de Cancan, lorsqu'il y était pour l'inauguration de l'université de cette localité, il a également fait plusieurs promesses aux populations de cette ville-là. J'ai entendu les réclamations des gens de Cancan. C'est vrai, on a fait beaucoup. Il reste encore beaucoup à faire. Mais je dis à la jeunesse qui réclame le courant, ils vont avoir bientôt une surprise. Chaque chose à son temps. Nous allons faire l'université à Nabé, nous allons faire à Conakry, nous allons faire à Zébouré, après Cancan. Maintenant c'est le tour de Cancan, après ça sera Zébouré, India, Bokeh. Car nous allons doter, il fait Farana, tous nos grands chefs de région, d'université et de CHU, afin que nos malades n'aillent plus faire soigner au Maroc, en Tunisie ou en France, mais sur place. Nous avons connu la gloire Sidi nationale, Afia. Aujourd'hui, nous nous sommes pris à cette époque, mais je vous garantis que nous dépasserons Afia et Sili, car nous allons construire des stades partout. Avant la Coupe d'Afrique en Guinée, la Guinée aura une des meilleures équipes d'Afrique. Non seulement nous allons rattraper notre passé, mais nous allons la dépasser de loin. Voilà l'avenir vers lequel nous sommes tournés. Simandou se trouve à Kérouané. Il va avoir le chemin de fer transguinéen qui va aller de Kérouané, Zérokoré, Massanta, Guégodougou, Kissédougou, Marana, Forekaya.
qui va transporter non seulement les minerais de fer, mais les passagers et les personnes. Mais j'ai dit aujourd'hui à la population de Kankan que ceux qui vont faire le transguinéen vont faire en même temps le chemin de fer Conakry, Kankan, Bamako, Bobo-Dioulasso. Car il ne s'agit pas seulement de faire le chemin de fer pour Kankan. Nous voulons le faire aussi pour nos frères de Bamako et nos frères de Bobo-Dioulasso, car ils ont besoin de notre port. Mais pour transporter, ils ont besoin de chemin de fer et de route. C'est pourquoi, en plus de la route que nous sommes en train de le faire, ce train va être fait aussi. C'est vrai, nous n'avons pas beaucoup de routes. Les autres pays, quand ils sont venus, ils ont trouvé ce qu'on avait fait d'autres. Nous, qu'est-ce que nous avons trouvé? Le désert. Mais ne nous trompons pas, le président Conté n'est pas responsable. Ceux qui parlent, en 2011, qu'est-ce que nous avons trouvé? La Guinée était dans le trou. Sous Sékou Touré, on nous appelait République de Guinée. Mais la Guinée avait tellement disparu qu'on disait maintenant Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Guinée-Équatoriale. Aujourd'hui, de nouveau, on dit République de Guinée. Parce que aujourd'hui, la Guinée est respectée. La Guinée a une voix. Cela ne plaît pas à tout le monde. Mais le train de la Guinée qui a démarré, il n'est du pouvoir de personne, ni sur terre, ni sur mer, d'arrêter. Car notre avenir dépend seulement de Dieu. En dehors de Dieu, personne d'autre ne peut dire à la Guinée, allez à gauche ou à droite. Nous irons là où le peuple veut qu'on aille. Vox populi, vox Dei, disait la latin. Voix du peuple, voix de Dieu. Ce que le peuple veut, c'est ce que Dieu veut. S'il plaît à Dieu, l'Afrique c'est la fière de la jeunesse guinéenne, je vous le promets. Il s'attaquera également avec son équipe en place à d'autres projets, dans le même objectif de faire de la Guinée un pays de renom, de référence dans tous les domaines. Dans le secteur énergétique, plusieurs chantiers sont en cours. Ceux-ci seront des opportunités d'investissement. Concernant les infrastructures, le gouvernement a déjà mis en marche le plan de Conakry 2040. Celui-ci comprend la construction de près de 20 000 logements sociaux, des hôtels et des centres commerciaux. L'objectif étant de modifier la figure de la ville de Conakry qui abrite encore plusieurs bâtiments qui ont été construits avant la Deuxième Guerre mondiale. À ce moment, près de 5 hôtels 5 étoiles sont construits déjà à Conakry. Dans le secteur touristique, tout est mis en œuvre pour qu'il y ait plus d'infrastructures pour accueillir, entre autres, les amoureux de la nature. Ce beau pays vous réservera un accueil authentique et chaleureux. En dehors de la capitale Conakry, il y a beaucoup de destinations attrayantes pour les voyageurs aventureux, telles que la zone du Fouta Djallon qui offre des possibilités de randonnée extraordinaires, ou encore la ville de Labé, la capitale historique et le siège de l'Empire Fouta qui régna à l'époque précoloniale. Le littoral de Conakry, en allant vers la Guinée-Bissau, vous offrira également quelques belles expériences avec ses grandes plages vierges et ses mangroves. Pour les plus aventureux, un voyage vers l'archipel
île de Tristao est un must. Vous pouvez encore voir des lamantins, des tortues et de nombreuses espèces d'oiseaux qui vivent dans cet archipel. La Guinée s'offre à vous telle qu'elle est, passionnante dans son histoire, chaleureuse par ses habitants, riche par ses ressources et ambitieuse pour l'avenir. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage ici en Guinée et Conakry et nous vous avons montré quelques secteurs dans lesquels le pays s'est développé en 10 ans avec l'arrivée au pouvoir du professeur Alpha Condé. Son objectif est de faire de son pays une Guinée émergente, un projet qui suit bien son cours. Vous verrez que sur tout l'étendue du territoire guinéen, il y a plusieurs chantiers en cours de réalisation. Il faut rappeler qu'en 2010, lors de son accession à la magistrature suprême, il n'y avait que 8 entreprises en fonction dans le pays. Mais depuis sa prise de fonction, on en dénombre plus d'une centaine d'entreprises ici en République de Guinée. Je vous parie que dans 10 ans, vous aurez de la peine à reconnaître cette République de Guinée. Il y aura un boom du développement.